Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeu dont l'action se situe entre le moment où les océans engloutirent l'Atlantide et l'avènement des fils Darius. Je veux bien entendu vous parler de Conan. Donc Conan dans sa version Modifus, sa version 2D20. Un jeu sorti en 2017 en VO et amené en VF par Funforge fin 2021, début 2022. Donc là, je voulais déjà vous parler un peu de la forme, hein. Donc Conan nous arrive dans un superbe volume de 410 pages, richement illustré avec quand même quelques grands noms, hein. C'est assez impressionnant la liste des illustrateurs de la gamme. Hein, on va retrouver Bisley, on va trouver Brome, on va trouver San Julian, rien que pour donner un petit panel, il y en a plein d'autres. Je vous montrerai tout à l'heure un peu l'intérieur, mais c'est vraiment très très chouette. Quoi dire d'autre sur la forme du bouquin. C'est écrit sur deux colonnes, mais relativement aéré et suffisamment bien présenté pour ne pas avoir de problème de difficulté à la lecture. Voilà ce que je peux vous dire sur le fond de ce livre. Maintenant, on va voir en détail ce qui en retourne. Alors, je ne vais pas vous présenter le monde du plus célèbre barbare d'Heroic Fantasy, hein, le monde d'Iboré, le monde de Warn. Hein. Vous avez une carte derrière moi de ce monde que à peu près tout le monde connaît. Alors, par contre, on a la description en fait assez succincte, mais elle a le mérite d'exister. Sur une soixantaine de pages, on a voilà, à peu près 60 pages en fait de description en fait du monde de Liboré. Alors ça peut pas, c'est effectivement c'est court pour quand on connaît la richesse du monde de Conan, mais en fait on survole quand même tous les royaumes et on se retrouve quand même avec un certain nombre d'informations assez intéressantes, donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Voilà en gros pour la présentation du monde. Hein, on va pas aller plus loin. Donc voilà, alors, je vais vous montrer rapidement le chapitre qui concerne le monde, vous verrez. Je vais vous montrer, c'est pas pour vous faire le détail, c'est simplement pour vous montrer qu'effectivement, dans ce chapitre, on va passer tous les royaumes en fait du monde de Liboré, du monde de Ward. Donc l'Aquilonie, vous avez à peu près tout, hein, les royaumes du Sud, les royaumes noirs. Donc, vous voyez, les terres du Nord, donc avec les barbares, avec Nordheim, Asgard, Vanaheim, le Dunderland, l'Hyperborée, donc les territoires de l'Est, Zamora, etc., etc. Donc là, on va balayer effectivement tous les royaumes, mais comme vous pouvez le constater, en fait, on a quand même pas mal d'informations. Alors, on n'a pas les détails des villes, par exemple, ce genre de choses, mais on a quand même pas mal d'informations qui permettent quand même de jouer pleinement dans le monde de Conan. Surtout qu'en fait, c'est un monde que beaucoup de personnes connaissent déjà. Donc, en fait, pour moi, dans un premier temps, ça suffit amplement. Et c'est vraiment, il y a beaucoup d'informations, c'est bien foutu. On y apprend des choses, et comment y jouer dedans, et qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, vous voyez, vous avez un peu. Voilà, on va jusqu'à Ophir, Cosme, Némédie. On parle même un peu du Kitaï. Voilà, donc en fait, ça, c'est toute la partie royaume. Alors, je vais vous faire quelques focus, en fait, sur ce bouquin. En tout premier, je voulais vous parler de la création du personnage, car pour moi, c'est un gros point fort. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, le livre accompagne le joueur, celui qui va créer son personnage, en fait sur une 8 étapes à peu près. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va avoir. On va avoir d'où le personnage vient. Alors ça va être des tables, hein, où vous faites un jet sur la table, ou alors vous choisissez, c'est comme vous voulez. Donc en fait, on va avoir son origine, hein, d'où il vient. Alors ça peut être de n'importe quel royaume, hein, d'Asgard,
jusqu'au Kitaï, en passant par Zamora, passant par l'Aquilonie, enfin bon, à peu près tous les royaumes possibles, enfin qui existent dans le monde de Conan. Donc vous avez déjà effectivement d'où il vient. Après vous avez sa caste d'origine. Hein. Caste d'origine, qu'est-ce que c'est? Il est peut-être issu d'une caste de guerriers, peut-être issu d'une caste de prêtres, mais ça peut être aussi jusqu'à des marchands, des artisans et voire même un esclave. Ça, c'est pour les castes. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir une table aussi pour, en fait, son histoire. En fait, chaque caste a ses propres tables. Donc, vous allez avoir une histoire pour les fermiers, une histoire pour les marchands, une histoire pour les esclaves. Donc, toujours pareil, en fait, avec... ou à tirer, comme vous voulez, ou alors à choisir dans chaque table. Mais je vous montrerai un peu ça tout à l'heure, que ce soit un peu plus concret. Voilà. Après, vous allez avoir son éducation. Et donc là, par contre, on est dans l'éducation de Conan. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il a peut-être été éduqué sur un champ de bataille, peut-être éduqué par un précepteur. Enfin bon, pareil, une table qui vous permet d'avoir son éducation. Et enfin, après toute cette partie d'éducation, vous avez aussi, par exemple, on est dans Conan, comme je disais, dans le monde d'Iboré qui est quand même assez sauvage et violent. Et donc, en fait, vous avez aussi une table de son histoire de guerre. Alors, l'histoire de guerre, ça peut être quoi? Ça peut être un naufragé, ça peut être, il a peut-être pu survivre à un massacre, il a peut-être survécu à une bataille, un duel, ce genre de choses. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, en fait, hein, il y a 8 étapes, à peu près comme ça, va tout de suite vous donner, en fait, un background très intéressant pour moi, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a créé un personnage, on se retrouve tout de suite avec un personnage qui est ancré dans le monde de Conan. C'est pas générique, hein, c'est pas de l'heroic fantasy générique, vous avez vraiment un personnage de Sword and Sorcery dans le monde de Ward et dans le monde de Conan. Et ça, c'est vachement bien. Ça, j'aime beaucoup. Oui, je n'ai pas parlé, vous avez aussi un choix d'archétype à faire. Alors, bon, l'archétype, qu'est-ce que c'est? Ça va être... ça va pas définir, en fait, votre personnage pour toute sa carrière. Hein. Ça va être vraiment au début. Ça peut être un barbare, ça peut être un mercenaire, etc. Un pirate même, on va accepter dans les suppléments. Enfin, en français, bref, on peut avoir un pirate aussi. Et donc, en fait... comme je disais, tout cet ensemble va vous donner un personnage vachement ancré et tout de suite qui a la couleur et l'odeur du monde de Ward de Liboré. Alors bien sûr, ce n'est pas qu'une question de blabla non plus l'étape, c'est-à-dire qu'à chaque étape, dans chaque histoire, dont vous allez choisir la caste, quand vous allez choisir l'histoire de guerre, vous avez des choix à faire, en fait, sur des talents, sur des compétences, voire même sur des possessions. Hein, donc là, par contre, vous avez d'autres choix à faire. Et donc, tout à la fin de tout ça, vous vous retrouvez aussi avec un personnage expérimenté. On n'est pas là pour faire le pimpin ou le marchand oh on n'est pas là pour faire le marchand lambda sur un marché machin. Non, vous avez déjà un aventurier aguerri, donc un personnage relativement balèze, et tout de suite vous allez pouvoir attaquer en fait dans les histoires howardiennes, comme en fait dans les romans, dans les BD. Donc, alors, ça c'est vraiment un gros point fort du jeu. La création du personnage est vraiment très très chouette. Donc voilà, un survol rapide de ce que je vous ai dit en fait sur la création des personnages. Donc voilà, en fait au départ, d'où votre personnage vient. Hein, vous avez à peu près tous les territoires, tous les royaumes et les territoires du monde possible. Donc ça c'est caractéristique, hein. On va passer rapidement, ça a peu d'intérêt. Et donc là, à partir de là, vous avez effectivement toutes les fameuses tables que je disais, donc là par exemple les castes, vous voyez par exemple les castes, qu'est-ce que ça va vous donner? Donc vous allez par exemple avoir, je sais pas, le marchand, vous allez avoir l'esclave, vous allez avoir le guerrier, et à chaque fois un talent associé, une compétence, donc en fait qui vont vous donner en fait des bonus en fait à la création de votre personnage là-dessus.
Donc à chaque fois, par contre, vous allez effectivement avoir des choix à faire. Donc là, par exemple, donc là, on a les histoires personnelles, donc en fonction de la caste. Hein. Donc c'est pas, du coup, ça va pas être quelque chose de générique, ça va vraiment être rattaché à la caste et ça donne quelque chose de très cohérent. Donc voilà. Donc voilà, les histoires des marchands. Et ces dessins sont vraiment extraordinaires. Les histoires d'outcast, les histoires de noblesse, les histoires de prêtres, etc. En sachant que il y a la gamme en VO a tout un tas de bouquins qui rajoutent effectivement des possibilités à la création de votre personnage. Donc voilà. Là, tout ça, ce sont les archétypes, il y en a une dizaine. Hein, donc, comme je disais, ça ne va pas engager l'avenir de votre personnage. C'est assez générique, mais pour un départ, ça vous donne en fait tous les talents de départ et le matériel que vous disposez. Donc voilà, pour tous les archétypes. Là, vous avez en fait sa nature. Sa nature, qu'est-ce que c'est? C'est en fait c'est son état d'esprit, éventuellement. Donc, il peut être colérique, il peut être prudent, etc., etc. Et donc, à chaque fois, vous voyez, vous allez avoir, par exemple, là, on vous dit que bah, la caractéristique, vous allez gagner un en coordination. Vous allez avoir des compétences obligatoires et des compétences à choisir. Donc, à chaque fois, en fait, des choix à faire tout le long de la création de votre personnage, là, son éducation, voilà, contre la volonté de ses parents, par exemple. Et donc, les histoires de guerre, ce qui donne quand même un petit, un côté, une histoire intéressante à votre personnage dès sa création, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, en fait, pour la création du personnage, qui est voilà, en fait, il y a 10 steps, hein, pour être tout à fait honnête. Et mais ça, c'est vraiment les trucs, comme je disais, les calculs finaux. Voilà, voilà. Donc, voilà, pour la création des personnages. Oui, il faut aussi que j'aborde un peu les talents, parce qu'en fait, alors vous allez retrouver les compétences classiques qu'on trouve à peu près dans tous les jeux, hein, genre l'acrobatie, genre mêlée, genre parade, genre commandement, enfin ce genre de choses. Enfin ça va être, ce sont effectivement des compétences tout à fait classiques. Mais à côté de ça, en plus, vous avez votre personnage a accès à des talents. Alors des talents qui vont être par domaine d'expertise et qui vont être présentés sous forme d'arbre. Je vais vous montrer ça, un arbre, comment c'est. Donc en fait, ces talents en fait, vous permettent quand même de bien d'éviter le syndrome des clones. C'est-à-dire votre personnage à table, s'il y a deux barbares à table, il y a quand même assez peu de chances que ce soit les mêmes personnages. Hein. Ils vont être vraiment différents grâce à ces arbres de talent et qui vont permettre de personnaliser en fait votre personnage au fur et à mesure de sa progression, car la plupart des choses que vous allez pouvoir, enfin la plupart de ce que vous allez pouvoir acheter avec vos points d'expérience, ça va être la progression dans les arbres de talent. Et ça, c'est vachement bien aussi. Voilà, donc ça c'est pour les talents, à peu près toute la création du personnage. Donc voilà pour mon petit focus sur les talents. En fait, vous en avez donc chaque talent est associé à une caractéristique. Par exemple, parade est associé à coordination. Et donc vous voyez, en fait, vous avez des arbres. Et au fur et à mesure que votre personnage va avancer en expérience, donc en fait, il va acheter en fait des talents. Donc vous allez acheter vous pouvez, ce qui va vous donner quand même une petite spécialisation parce que plus vous descendez dans l'arbre, plus le talent est cher. Hein, et vous pouvez pas prendre n'importe quoi. Par exemple, qu'est-ce qu'on a dans Parade? Oui, alors, qu'est-ce qu'on a dans Parade? Bon, je vais vous donner un autre exemple. Oui, par exemple, voilà, Trick Shot, par exemple, vous allez pouvoir le prendre uniquement si vous avez pris celui du dessus et puis si vous avez pris Précision. Pareil, donc à chaque fois, en fait, c'est des compétences qui rappellent un peu les dons, hein, comme dans Donjon, donc, mais qui vont vraiment vous comment dire, spécialiser votre personnage et le rendre unique à la table. Donc voilà, ça c'est pour les talents. À noter aussi qu'en VO, en tout cas, Modifus a eu l'excellente idée, et c'est assez rare, d'ailleurs en fait j'ai pas vraiment beaucoup d'exemples, de proposer en ligne un générateur en fait de personnages qui va vous guider dans toute même faire vos choix, vos tirages, vous pouvez même faire tout au hasard, et à la fin,
qu'est-ce que vous allez avoir? Vous pouvez sortir votre feuille de personnage. Et ça, c'est vraiment très très bien, hein. Ça, nous, on l'a utilisé pour faire les personnages qu'on joue dans ma campagne, et ça marche très très bien. Que demander de plus que ça soit traduit en français? Alors ça, par contre, ça n'arrivera jamais, il faut être très clair. On verra pourquoi à la fin, et, pour le reste. Voilà, en tout cas, vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, parce que c'est vraiment un outil très très utile et qui marche vachement bien. Donc, comme je disais, et que à peu près tout le monde connaît le monde de Conan, ça va me permettre de développer un peu toute la partie système. Donc, en fait, Conan est motorisé avec le système 2D20 de Modifus. J'ai vu à droite à gauche qu'effectivement, il était considéré comme très compliqué, et enfin, en tout cas pour Conan, qui était considéré comme très compliqué, voire même injouable. Alors, il faut être très clair, ça non, c'est pas vrai. Alors, je vais pas vous mentir, hein, Conan n'est pas, enfin, le système de D20 dans Conan n'est pas un système simple, c'est un système conséquent, mais une fois que vous avez fait une ou deux sessions, il devient fluide et il n'est pas complètement inabordable. Je vais vous présenter un peu comment ça marche. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'une manière synthétique, pour le cas classique, pour réussir une action, en fait, donc le maître de jeu va donner un niveau de difficulté. Ça va être entre 0 et 5. 0, vous n'avez même pas besoin de faire le jet de dés, c'est réussi. Et 5, c'est une difficulté épique, hein, quasiment impossible à réussir. Mais on joue des héros, et donc en fait, même les difficultés épiques vont être réalisables, et c'est un gros point fort de Conan, parce que Conan, le système, favorise tout ce qui est héroïsme. Alors, une caractéristique, par exemple, vous allez avoir, je sais pas, athlétisme, par exemple, et il y a deux chiffres derrière cette caractéristique. Il y a alors en français, je ne sais pas comment ils ont traduit ça, en anglais c'est target number, donc je sais plus, valeur de réussite, et valeur cible, je ne sais pas comment ils l'ont traduit. Et une autre valeur qui s'appelle le focus, toujours en anglais, je crois que c'est concentration en français. Voilà. Et donc vous avez le focus qui est toujours inférieur à la valeur à la valeur cible, au target number. Par exemple, vous allez avoir, par exemple, vous avez acrobatie, vous allez avoir 12 qui va être le target number, et vous allez avoir votre focus qui est à 2. Par exemple. Pour une action, on lance 2 D20. 2 D20, on prend le résultat de chaque D20, et si un D20 fait en dessous de la valeur cible, c'est une réussite. Si les 2 D20 font en dessous, c'est 2 réussites. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Et si, quand vous faites en dessous de votre focus, donc de votre concentration, vous rajoutez une réussite. Donc, dans l'exemple que je donne, vous avez 12 en target number, vous avez 2 en focus. Votre premier D20 fait 11, votre deuxième D20 fait 2. Donc le premier D20 qui fait 11, ça fait un succès. Le deuxième D20 qui fait 2, alors que vous avez 2 en focus, ça fait 2 succès. Donc vous avez accumulé 3 succès. Donc en général, il en faut 1 pour une tâche simple. Donc là, votre action est réussie. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez avoir des difficultés 5. Vous allez me dire, avec 2 D20, comment je fais? Donc c'est là qu'en fait arrive toute la mécanique du momentum. Alors, momentum, ça a été un peu traduit d'une façon pas très heureuse comme héroïsme en français. Faut pas oublier qu'en momentum, c'est un mot français, je vois pas l'intérêt de le traduire. Enfin bon, bref, peu importe. Donc vous avez toute cette mécanique, je vais parler de momentum ici, qui représente un peu l'élan. Vous voyez, c'est pas... Donc le momentum, en fait, vous allez avoir des points, un pool de points qui va être à la disposition de tout le groupe de joueurs. À chaque fois que vous allez consommer un point, vous allez pouvoir rajouter un dé à votre main. Donc, pour lancer 3 dés, 4 dés, 5 dés, vous pouvez en ajouter 3. Donc vous pouvez lancer 5 dés au maximum en dépensant des points de momentum. Alors, comment on les gagne, ces points de momentum? C'est assez simple. En fait, quand un joueur entreprend une action et qu'il réussit plus de succès que demandé, chaque succès supplémentaire, il peut l'utiliser immédiatement pour améliorer, je sais pas, les dégâts ou ce genre de choses, mais il peut également le mettre à disposition, donc
on fait ça avec des pions, hein, c'est le plus simple, au milieu de la table, et ça va être un point de momentum qui va être donné à toute l'équipe. Et ça, mine de rien, qu'est-ce que ça fait? Ça favorise l'héroïsme, parce qu'effectivement, vous allez pouvoir faire enfin, vous allez pouvoir essayer des actions qui sont normalement impossibles à réaliser, mais va également favoriser le jeu d'équipe, car comment vous le faites, ou vous consommez vos points pour vous-même, ou alors vous le mettez à la disposition de tout le reste de l'équipe. Et ça, ça favorise quand même le jeu en équipe, et c'est vachement bien. J'ai par exemple un joueur qui joue un pirate qui est en haut d'une tour aviaire, dont la tour dépassait la canopée de la jungle, et il est attaqué par deux gorilles ailés. Il arrive à en tuer un, il se dit qu'il va avoir énormément de problèmes pour se faire le deuxième. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute dans le vide, s'accroche donc 30 mètres, hein, s'accroche de branche en branche, je lui demande une difficulté 5, et avec effectivement ce mécanisme de momentum, bah, ces 5 de difficulté, il les a obtenus. Donc vous l'imaginez sautant de cette tour, s'accrochant aux différentes branches, lianes et compagnie, pour arriver au sol devant ses compagnons. Et tout de suite, vous avez une action fabuleuse, quoi. Donc voilà, ça c'est... et une fois que vous avez compris le momentum, en fait, vous avez compris 80% du système. Donc non, ce n'est pas un système imbuvable. C'est un système, effectivement... Alors, il y a d'autres moyens de l'utiliser, hein, mais je ne vais pas aborder ça. Je l'ai abordé dans mon blabla écrit sur ma page Facebook. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Allez lire ce que j'avais écrit à l'époque, et vous aurez un peu plus de détails, en fait, sur le système en lui-même. Donc ensuite, si on parle un peu d'héroïsme, on parle un peu de tout, on va parler un peu de combat. Donc comme je vous ai dit, vous avez des difficultés à faire. Quand vous touchez, vous allez faire des dégâts. Comment ça se passe? En fait, chaque arme a les autres dés utilisés dans Conan, dans le système Modifus, c'est des D6, en fait, des D6 spéciaux. Donc en fait, chaque arme va vous demander de lancer X D6 et éventuellement vous en rajouter selon votre force. Bon, bref. Donc par exemple, une épée c'est 4D6. Donc sur un D6, je vais vous montrer un peu, je vous montrerai les dés un peu plus en détail. En gros, ça c'est pas les dés officiels, hein. Voilà, vous pouvez voir, ça c'est pas les dés officiels, c'est des dés que j'ai imprimés avec une imprimante 3D. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la vidéo, hein, avec le fichier STL, SLT si vous en avez besoin. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a sur un dé? On a donc là on a un symbole d'épée, là sur celui-là on en a deux, et celui-là on a un phénix. Et les autres, on n'a rien du tout. Alors rien, il ne se passe rien, vous faites 0 dégâts. Un symbole, vous faites 1 point de dégâts. 2 symboles, vous faites 2 points de dégâts. Et le phénix, vous faites 1 point de dégâts, plus un effet. Alors un effet, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, chaque arme va avoir, enfin pas toutes d'ailleurs, va avoir des qualités. Donc on appelle ça des qualités dans la VO, des qualités différentes. Genre, vous pouvez très bien avoir une arme qui est perforante. Alors, c'est noté, perforante X. X va représenter le nombre d'effets que vous avez tirés sur le dé. Donc chaque effet que vous allez tirer sur le dé va faire que votre arme est perforante de 1 et donc passe un point d'armure. Voilà, ça c'est un exemple. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a un tas de qualités différentes. D'ailleurs, il y a aussi des qualités pour les antagonistes, hein, pour les NPC joués par le maître de jeu. D'ailleurs, ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, oui, parce que le maître de jeu a l'équivalent des points de momentum, chez lui, c'est les points de doom. Bon, bref. Donc, peu importe. Alors moi, quand j'ai commencé à maîtriser à Conan, ça a été ma grosse difficulté, ça a été toutes les qualités, parce qu'il y en a beaucoup. Et sans rappeler comme ça, c'est pas si simple. Donc en fait, parce qu'il y a aussi ceux des créatures, hein, il y a des qualités genre peur 1. Quand elle arrive, quand vous rencontrez la créature pour la première fois, le maître de jeu va lancer un certain nombre de dés, et chaque effet va faire des points de dégâts psychologiques au personnage.
Donc en fait, il y en a quand même beaucoup. Donc moi, je me suis fait 2 aides de jeu où j'ai recensé, parce que là, il n'y a pas, en fait, dans le... Il n'y a pas une table synthétique, en fait, dans le livre. Donc en fait, où j'ai repris toutes les qualités. Euh, et je les ai regroupées sur 2 feuilles que je garde à portée de main. Et ça aide énormément et améliore grandement la fluidité du jeu. Voilà, ça c'était pour les dés spéciaux et tout ce côté dégâts. Ah oui, bon, si on est au niveau des dégâts, on peut parler donc de la gestion des dégâts chez les personnages. Elle est en fait, les points de vie sont décomposés en 2. En fait, il y a des points de vie de vigueur et des points de blessure. Euh, tous vos points de vie de vigueur à la fin d'un combat reviennent à toc. Donc en fait, c'est plus de la fatigue qu'autre chose. Par contre, dès que sur une attaque, vous prenez 5 points de dégâts, vous prenez une blessure, et quand vous avez plus de points de vigueur, chaque attaque qui touche, c'est une blessure. Là, par contre, quand on prend des blessures, c'est mal, parce qu'en fait, chaque blessure va augmenter de 1 le niveau de difficulté de toutes vos actions, et même pour attaquer, hein, du coup, hein, parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, une difficulté pour toucher, c'est 1, après ça va devenir, il va falloir 2, 3, voilà. Et au bout de 5 blessures, de toute façon, là, votre personnage est mort. Donc, il y a quand même... Alors, sachant que les aventuriers ont un point de fortune qui peut les sortir d'un mauvais pas tel que celui-là. Voilà. Donc c'est quand même très héroïque, mais à la fois, ça peut... c'est pas carte blanche pour les personnages. Hein. On va pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Le risque est quand même toujours présent. Et donc, voilà, juste un petit... pour vous montrer un peu les dés spéciaux, là, enfin bon, ça c'est des dés que j'ai imprimés, hein, donc qui sont pas les dés officiels, mais en fait qui font leur office parfaitement. Donc comme je disais que vous voyez, il y a des faces en fait là par terre, mais à gros, un dé est fait pour tomber de la table. Donc des faces vierges, des faces avec un point, donc là c'est une épée, hein, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un chiffre 1, ce serait pareil. Deux points, donc 2 épées, et vous avez ce phénix qui montre en fait un effet qui va déclencher un effet spécial. Donc voilà, ça c'est pour les dés spéciaux, en fait les D6 spéciaux de Conan. Alors tout à l'heure je vous parlais d'antagonistes, et un truc qui est bien aussi dans le jeu, mais je crois que dans les autres systèmes de D20, ça y est aussi. En fait, Modiphius a classé en fait les adversaires en trois catégories. Par contre là c'est pareil, moi je vous parle de la VO, je ne sais pas comment ils ont traduit les termes en français. Donc vous avez les minions. Donc les minions, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme de main, c'est l'homme en rouge de Star Trek, c'est le guerrier lambda, voilà. Alors, le mignon, en fait, c'est simple, il a un point de vie, en gros, mais sa force, c'est qu'il peut se battre en groupe. Donc, en fait, à Conan, ce qui renforce l'héroïsme dans les combats, c'est que vous allez pouvoir balancer, en fait, je sais pas, une dizaine comme ça, de type lambda, d'adversaires lambda, par exemple, toi, des guerriers stygiens lambda, les attaques, ils en prennent 10 sur la poire, et là, on se retrouve avec un truc héroïque, genre le barbare que j'ai à ma table, il met un coup de hache, ça passe très bien, en un coup, il va en abattre 3, et on a effectivement ce côté cinématographique, en fait, du barbare assailli par une dizaine d'hommes et qui les repousse, et c'est pas uniquement un petit combat par-ci, par-là, non, ils les affrontent tous ensemble, et ça c'est très cinématographique et très intéressant. Voilà. Donc en fait, il y a les mignons, il y a les aguerris, hein, en gros, ils vont commander une bande de mignons, on va dire, hein, voilà.
Donc eux, ils ont 2 points de vie, machin, et en fait, on a les Némésis. Alors les Némésis suivent là, par contre, euh, identiques à celles des joueurs. Donc là, effectivement, c'est un personnage de tout premier plan, un adversaire de tout premier plan. Ça va être Tolsadoum, ça va être l'adversaire, le boss, on va dire, hein. Donc en fait, tout ça vraiment forme un jeu quand même relativement héroïque et relativement intéressant à jouer, et vraiment cinématographique, qui cadre bien avec ce qu'on veut faire dans de la sorte d'une sorcerie dans le monde de Conan. Alors quand même un truc, au niveau de la difficulté, il y a des choses que moi j'ai sucrées, qui me semblent pas très... ça complique inutilement. C'est toute, par exemple, la partie de garde. Alors la garde, je vais pas vous faire le détail, c'est une option dans le combat. Il faut pas hésiter à la virer, hein. De toute façon, quand il y a quelque chose, des règles, hein, c'est toujours pareil, hein, comme dans tous les autres jeux, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui vous semble trop compliqué, trop lourd, que vous n'avez pas envie de jouer, vous ne le jouez pas. Et ça va pas casser le reste du système, hein. C'est pas une bible, une règle de jeu. Donc là, effectivement, bon, il y a 2-3 bricoles comme ça que vous pouvez virer si vous voulez encore fluidifier encore plus le jeu. Donc dans le livre de base, après, nous avons un bestiaire, donc qui est pas mal parce qu'en fait, il y a pas mal de choses, mais il n'y en a pas assez. En fait, il n'y en a pas assez. Il y a simplement des bêtes, on va dire des bêtes classiques qui n'y sont pas. On le retrouve dans le reste de la gamme, j'en parlerai après, mais bon, bah là vous êtes obligé de faire avec. On trouve par contre des héros dans les écrits de Ward qui sont transposés ici, hein. On montrerait lesquels, il y en a 2-3, c'est sympa, hein, ça permet il y a Bélite, hein, quoique je ne sais pas si elle est dans le livre de base. Il y a Bélite, il y a les autres héros les autres rois, les autres héros que côtoie Conan dans les romans, dans les nouvelles. Alors, juste quelques pages en fait sur le bestiaire. Moi, je ne vais pas tout vous montrer, mais le pirate, le chevalier, le sorcier, l'homme de main, le thug, et donc les bêtes sauvages. Vous avez donc le gorille, etc., etc. Le crocodile. Bon. Voilà, donc ça va être voilà, le serpent géant. On est dans Conan quand même, il ne faut pas déconner, etc., etc. Donc les bêtes monstrueuses après. Voyez, les enfants de 7. Et en fait, on se retrouve effectivement avec pas mal de trucs comme ça. Bon, après, on a autre chose. On a les personnages de renom. Donc là, on a les caractéristiques de Conan, hein, et puis là, on a effectivement les personnages qu'on a pu voir dans les différentes nouvelles de Ward. Hein, vous en avez plusieurs. Vous avez Almaric de Nemedi, Bélite, tout le monde doit s'en souvenir, je pense. Valéria, là par contre tout le monde la connaît. Totamon. Donc vous avez quelques personnages comme ça, on va dire personnages, allez, j'ose, historiques du monde. Voilà. Donc en tout cas, c'est très sympa d'avoir donné leurs compétences. Après, chacun peut s'amuser à en faire ce qu'il en veut. Alors, Conan dans sa VO, en fait, c'est toute une gamme. Hein, oui, une gamme. Ça représente du volume. Hein, donc, si vous voulez un petit détail, voilà, le livre de base et le reste de la gamme. Donc, tout ça n'existe qu'en VO, et hélas, ce ne sera jamais traduit. Je vais vous dire pourquoi après. Voilà, alors, dans chaque volume, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a décliné, enfin, avec des... Je sais pas vous, mais moi, je trouve que ce sont des illustrations absolument fabuleuses. Donc, c'est décliné, en fait, vous voyez, par exemple, sur un titre de roman, par exemple, Conan le Roi. Et donc là, par exemple, sur ce supplément-là de Conan le Roi, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, en fait, tout en détail, là, donc, le roi, l'Aquilonie, par exemple. Donc on va vous détailler l'Aquilonie, on va rajouter éventuellement des règles de royaume, hein, pour gérer un royaume, les événements qui peuvent se dérouler, des idées de scénario, du coup, des NPC, etc., etc.
C'est assez complet en fait, hein, c'est un peu dommage vu le volume. J'aurais préféré un peu plus de lore que de détails, que de règles, pas de détails, de règles. Par exemple, il y a Conan le pirate. Alors Conan le pirate qui est là d'ailleurs. Donc Conan le pirate, vous voyez, lui, il va rajouter les règles de combat de vaisseau. Donc tout ça en fait forme une gamme assez homogène et assez chouette, hein, assez intéressante. Bon, je suis un fan, j'ai à peu près tout pris. Et en fait, ça ne sera a priori jamais traduit en français. Funforge aurait, je dis bien aurait, parce que moi je ne l'ai pas vu écrit, annoncé que Modifus a perdu les droits de Conan. Bon, j'ai rien vu sur les forums de Modifus, donc je peux pas dire si c'est avéré ou pas. Et en tout cas, mais Funforge aura annoncé que Modifus a perdu les droits, et donc du coup, eux les perdent automatiquement, bien entendu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà, de toute façon, que Funforge ne traduira plus rien sur la gamme de Conan. C'est bien dommage. Donc en fait, par contre, si vous êtes anglophone et que ces suppléments vous intéressent, alors est-ce que Modifus a vraiment perdu les droits ou pas? Je ne sais pas, mais si c'est le cas, dans le doute, sur leur boutique, ils en vendent encore. Je ne sais pas si ça durera longtemps. S'ils ont perdu les droits, je dirais non. Mais toujours est-il que, en gros, si vous les voulez, c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, ça c'était à peu près pour le reste de la gamme de Conan. Voilà. Donc je vais y aller de ma conclusion. En fait, pour moi, Conan, c'est un excellent jeu. Alors, bien sûr, il faut pas avoir peur des systèmes un peu denses, on va dire, qui ont du corps. Je préfère parler de systèmes qui ont du corps. Un système qui est parfaitement adapté pour moi à l'univers du barbare, de la Sword and Sorcery. Au bout de quelques séances, vous avez pris le pli, ça marche très bien, ça donne un jeu héroïque, dynamique. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le, le jeu sur le sujet à l'heure actuelle, en tout cas. J'ai maîtrisé déjà quelques parties. On doit être à 5 ou 6, hein, donc je sais un peu de quoi je parle, mais je n'ai eu aucun joueur qui a été rebuté et dégoûté par la complexité l'on pourrait, l'on pourrait imaginer quand on lit quelques avis. Voilà, alors s'il y a quand même si je peux donner un point négatif au jeu, c'est toute la magie. La magie est complètement absconde, c'est très compliqué, là pareil, donc vous avez avec les effets, vous allez vous rajouter des effets, etc. Il faut vraiment que vous ayez un joueur qui soit comment dire, soit imaginatif et imaginatif à l'improviste, quoi. Il va falloir qu'il invente ces choses à ce moment-là, quoi, et que le maître-jeu réagisse en fonction. Non, c'est pas une liste de sorts, vous avez en gros, vous avez un sort qui couvre un tas de domaines, et en gros, c'est au joueur d'inventer son sort à la volée. Bon, c'est sympa, hein, ça peut marcher, mais pas avec tout le monde, et c'est vraiment, enfin, je sais pas, pour moi, c'est vraiment pas le point fort du jeu, la sorcellerie n'est pas le point fort du jeu de Conan. D'ailleurs, je conseille, quand vous prenez au moins sur les premières parties, prenez pas de sorcier à table. Prenez pas de sorcier à table, ça va complexifier et pour peut-être même dégoûter le joueur qui va jouer. Donc, mis à part ce point négatif sur la magie, le reste c'est du tout bon. Si ça vous intéresse, allez-y, au moins prenez le livret de base en français, tant qu'il existe encore, vu qu'il ne sera jamais réédité. Et vous verrez, ça marche bien. Il faut pas s'arrêter à l'idée de complexité quand vous le lisez. Quand vous pouvez être un peu noyé parce qu'il y a énormément d'informations, mais en fait, à la fin, c'est quand même relativement synthétique tout ça. Voilà, donc tout ça, c'était ma petite présentation de Conan. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, comme d'habitude, si ça vous plaît, un petit abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup et puis bon jeu à tous et à toutes.